signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arracaille du 6 décembre 2022, consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à la figuration libre. Ouais, salut à tous. Ça fait un peu écho aux expositions que nous présente Marie Dognaud dans sa galerie Kaléidoscope, dont une nouvelle exposition a commencé récemment rue Chapon. Voilà, vous pouvez toujours nous mettre un petit message, artracaille@orange.fr. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant,
Cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. En Palestine, Michel Buller. Oui, pour évoquer avec vous un drame terrible, comme les drames peuvent l'être. Rifa n'a pas essayé de fuir les soldats israéliens. Il a quand même été abattu. Après avoir travaillé brièvement dans un restaurant de Jaffa, Rifa Essi est retourné dans sa ville natale de Cisjordanie pour renouveler son permis d'entrée. Alors qu'il franchissait une brèche dans la barrière de séparation sur le chemin du retour en Israël, un soldat l'a abattu alors qu'il était immobile. La vie dans ce pays colonisé par des Européens qui se réclament des Juifs expulsés d'Israël par les Romains, une berlue, la vie des colonisés se maque avec la Camarde de jour comme de nuit, sans trêve ni repos. Ainsi la vie de ce jeune homme, abattu de sang-froid, sans qu'il ait fait un geste, tétanisé de peur à la vue et à l'approche des soudards de l'armée la plus démocratique du monde. Quelques morceaux de ferraille dans le bas-ventre et il se vide rapidement de son sang, meurt, sans que ses tueurs se bougent le cul pour tenter de lui porter secours, fier sans doute d'avoir abattu un sale bico. Pas de souci pour eux, ils ne seront pas poursuivis pour ce meurtre de sang-froid. Une enquête sera menée. Bafouillent les autorités chargées d'engourdir la bavure, ainsi qu'elles le font pour toutes les atrocités perpétrées par son armée, sa police et ses colons religieux fanatiques contre les colonisés. Une habitude du journalier, une, des centaines, des milliers. Puis quoi, enfin? C'est une démocratie, cette colonie que nous répètent, nous saoulent les politiques et les médias occidentaux. Les démocrates, bien sûr. Que les colonisateurs de la Palestine auraient vite fait, bien fait, de qualifier d'antisémites s'ils remuent un peu trop fort la queue. Façon de parler pour ne rien dire, car lorsque l'on se risque à aborder le fond du sujet et qualifier ces colonisateurs de colonisateurs, en tenue de carnaval d'apartheid et de fascistes, v'là-t-il pas qu'ils te déguisent aussi sec en antisémite? Bon,
pour la roue ou le chevalet. Et ils ont des relais, ici en France, Ouest, pétainistes, au Parlement et au sommet enneigé de l'État. Sans oublier l'ambassade officielle d'Israël, je causais du CRIF, mais chut, à voix basse, des fois que ça réveille la place Beauvau, qui est une place avec des grandes oreilles, un peu disproportionnée, faut se l'avouer. Et pourtant, des touristes vont encore et toujours aujourd'hui se dorer les miches sur les plages colonisées et interdites à plus de 2 millions de Gazaouis, s'ils leur en prenaient l'envie de le faire sur la bande littorale de Gaza, sous peine de tirs de sniper ou de bombes sur la hure. C'est quand même un sacré truc, la démocratie. Qu'on peut tordre comme une serpillière après avoir épongé le sang des innocents. Prison, destruction d'habitations, enfouissant des familles entières sous les décombres, enfants morts, femmes violées, sans eau et sans électricité, écoles et hôpitaux bombardés, enfermements, camps d'extermination, bof, des vicos, pas des êtres humains comme les Ukrainiens ou les Ouïghours, que les colons israéliens viennent civiliser et apporter l'abondance aux êtres inférieurs qui ont la chance inouïe de se faire en papauté grave. Que j'espère bien que mes créants, que le jeune Rifa pourra faire une petite place au ciel des croyants. Il la mérite tant. Ainsi que tous ceux qui, comme lui, tombent sous les balles, les bombes de la vaillante armée d'occupation sioniste, la plus démocratique du monde. Vous pouvez lire l'intégrale de l'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale sur le site de l'UJFP. Ainsi, vous apprendrez, texte à l'appui, que ceux qui se baptisent israéliens contreviennent à toutes les lois internationales sur la guerre, l'occupation, le comportement qui est le leur vis-à-vis de la Palestine, occupée illégalement par des squatteurs européens sans aucun lien ni rapport avec le Moyen-Orient. Ouais. Et donc il y a toujours, nous, c'est vrai qu'on aime bien relier quand même toutes ces infos parce que finalement c'est les grands médias bien sûr n'en parlent jamais. Et là il y a un film qui est sorti qui s'appelle Farah, c'est un film qui est produit par Netflix et ce film raconte l'histoire de la Nakba donc dans un village palestinien et il y a eu un tollé général, tous les Israéliens ont arrêté leur abonnement Netflix parce qu'ils sont choqués par ce que fait l'armée israélienne justement apparemment parce que on les voit pendant un quart d'heure en train de tuer une famille palestinienne, ce qui est tout à fait la réalité quand on lit des histoires de Nakba, enfin on rencontre, c'est quelque chose qui s'est passé régulièrement, c'est ce massacre des Palestiniens pour récupérer leur maison et là les Israéliens sont choqués qu'on montre de telles images que leur armée puisse agir de la sorte, donc ils ont stoppé leur abonnement Netflix. Voilà. Et alors moi je voulais regarder le film sur Netflix justement, donc j'ai cherché et quand j'écris Farah je ne le trouve pas. Alors j'étais un peu étonnée, je dis quand même Netflix s'il accepte de produire un tel film, pourquoi est-ce qu'il ne va pas, pourquoi est-ce qu'on peut pas le trouver? Et là il y a quand même quelque chose qui est un petit peu vicieux, c'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas encore traduit en français, donc il est en arabe et sous-titré en anglais, donc il faut faire basculer son compte en version anglaise pour pouvoir avoir accès à ce film qui n'est pas traduit pour l'instant. D'accord. Voilà. Mais bon, là, les Israéliens s'offusquent que leur armée ait pu massacrer comme ça des familles. Bon, je sais pas qui ait pu massacrer, qui massacre toujours. Et qui continue de massacrer. Alors, je sais pas si je regarderai le film parce que je suis pas sûre de pouvoir le supporter, de voir de telles images. Mais moi, je trouve que c'est très bien que c'est très bien que ces films-là puissent exister. Et il faudrait que, alors les Israéliens disent que ça renforce l'antisémitisme. Non, il faut à un moment regarder en face ce que fait son pays. Enfin, il faut que ces Israéliens se réveillent. Ça renforce pas l'antisémitisme. Bien sûr que non. Il faut leur dire, qu'ils n'ont pas l'air d'être très très fufutes, les Israéliens. Ça renforce l'antisionisme. Alors évidemment, comme on fait un paquet des deux en disant qu'antisioniste c'est égal antisémite, mais ça c'est qui déblatère ces insanités, c'est le pouvoir en France, c'est la même chose aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, voilà, un peu partout. Il y a une espèce de consensus pour mélanger les deux choses. C'est pas du tout pareil. Voilà.
Et on parle souvent de Salah Hamouri, cet avocat franco-palestinien qui est régulièrement mis en détention administrative, c'est-à-dire enfermé sans motif valable, simplement par décision d'Israël. Donc là, on allait prolonger encore de 3 mois sa détention et Israël apparemment décide de l'expulser de France. Lui, il est d'Israël. Lui, il est marié, il a un enfant. Lui, son désir, il est franco-palestinien, c'est de continuer à vivre à Jérusalem. Donc là, l'expulsion doit être prononcée aujourd'hui. On ne sait pas exactement où ça en est, mais cette expulsion n'est absolument pas légale. Et bien sûr, notre président ne fait toujours rien. Il est quand même franco-palestinien, quoi. Oui, non mais regarde quand Pépère Hollande là, voulait, si tu veux, faire la même chose avec des Français, mais d'origine maghrébine, mais qui étaient nés en France, il voulait faire la même chose, il voulait les virer. Oui, d'échéance de nationalité. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment, on revient à des pratiques qu'on croyait à jamais oublier, mais pensez-vous. Ah ouais. Et donc, on peut rappeler à ce sujet que toi, tu es en train de lire un livre, enfin, tu viens de terminer le livre de Liane Papé sur les 10 mythes fondateurs d'Israël et que justement, il démontre à chaque fois comment ça s'est construit, mais que la réalité est absolument tout autre que ce qui est régulièrement dit. Oui, bien sûr. Non, mais ça, il y a une espèce de propagande forcenée des colonisateurs de la Palestine qui fait presque force de loi dans le monde. Voilà, ils respectent rien. Moi, j'ai lu hier pour la première fois de ma vie ce chapitre ou cet article 7 de la Convention. Et je veux dire que c'est hallucinant de voir que ces gens-là, mais contreviennent à tous les articles de cette convention. Et que voilà, il y a aucune sanction, il y a aucune. Tous les pays soi-disant éclairés, démocratie, compagnie, ils tapent sur le même tambour usé, quoi. Ils s'en foutent. C'est Israël, on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que les sionistes d'origine, le mouvement sioniste, c'était pas du tout les gens qui étaient dans les camps de la mort en Pologne et partout dans ces coins-là. Ça n'a rien à voir. C'est les gens qui ont commencé à coloniser la Palestine bien avant la Deuxième Guerre mondiale et bien avant les camps de la mort. Voilà. Mais ils s'abritent derrière ce judéocide pour mener, si vous voulez, à arriver à complètement asservir les Palestiniens. Ouais, d'ailleurs, je vais remettre en lien le livre de Liane Papé, qui est absolument, c'est un livre qui coûte 10 ou 11 euros, donc qui est vraiment accessible financièrement. Et je pense que c'est important de le lire et d'avoir en mémoire tous ces arguments, justement. Oui, parce que nous, on a lu pas mal de littérature là-dessus, de Shlomo Sand, etc., en passant par Stamboul, en passant par des tas d'auteurs qui se sont penchés sur cette question tragique. Mais Liane Papé, je ne sais pas pourquoi, je crois que ces 10 mythes fondateurs de cet État colonial, il apporte quand même des informations que les autres n'ont pas rapportées. Voilà. Je trouve que c'est un livre très important. Ah ouais, je suis d'accord. À garder chez soi même. C'est 10 euros, on peut l'acheter, le garder ou à le faire tourner parmi ses amis pour qu'ils en prennent connaissance aussi. Tout à fait. Alors moi, je vais revenir sur ce qui est sorti cette semaine, c'est-à-dire sur le scandale du financement de la campagne présidentielle de Macron par le cabinet McKinsey. Il faut savoir que c'est le journal Blast. Alors Blast, c'est un journal militant numérique dirigé par Denis Robert, qui avait déjà en avril fait part de ces informations, qu'il y avait des preuves que c'était le cabinet McKinsey qui avait financé la campagne de Macron dès 2016. Et là, en fait, le parquet national financier, la semaine dernière, a confirmé l'ouverture de ces informations judiciaires, donc sur ces campagnes d'Emmanuel Macron, et qui sont liées donc au rôle de ce cabinet de conseil McKinsey, qui aurait, dès 2016, mis en place toutes les infrastructures pour que Macron puisse être élu. Effectivement, on se rappelle qu'il est parti de rien, il démissionne de l'Élysée, et en peu de temps, ça y est, il a tout autour de lui, il peut faire des meetings, voilà, il peut faire des meetings, et tout est mis en place pour qu'il soit élu. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc cette information
là aujourd'hui a été dévoilé par le Parisien, et en fait rapidement tous les médias, les médias français l'ont repris, et c'est passé dans la presse internationale. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc il y aura cette enquête. Il faut savoir qu'on se rappelle que tous les scandales autour de McKinsey qui a traité la crise du Covid, qui a eu tous ces marchés d'État jusqu'à, je sais pas, 800, presque un milliard d'euros. Non, 1 milliard, c'est pas presque. Voilà. 1 milliard d'euros payés, alors que en France, on a quand même des gens qui sont largement compétents, qui ont fait des grandes écoles. On a 5 millions de fonctionnaires. Ils ne sont pas capables d'en trouver un là-dedans, ou 2 ou 3, ou une équipe qui puisse faire le boulot de McKinsey. Voilà. Alors, ils servent à quoi, les fonctionnaires? Voilà. Donc, oui, là, aujourd'hui, c'est un retour sur investissement. Effectivement, McKinsey a dit, j'investis pour que Macron puisse arriver à la présidence de la République, et derrière, il récupère... Sauf que McKinsey ne paye pas d'impôts. Ça, c'est aussi quand même un scandale en France. Et donc, c'est, je crois, en faisant une enquête autour de leur compte sur leur non-paiement d'impôts, on est arrivé à trouver qu'il y avait eu des financements occultes et du favoritisme pour cette campagne présidentielle. Donc ils sont accusés aussi de blanchiment aggravé de fraude fiscale, et donc ça c'est bon. Je sais pas sur quoi ça débouchera, parce qu'on sait bien que on sait bien comment les dominants se protègent entre eux, mais en tout cas je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que ça puisse sortir en dehors des médias strictement militants, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et j'ai lu, c'est sur Politis, alors un article qui s'appelle, c'est à Saint-Ouen, un policier accusé d'avoir uriné sur des adolescents. Là j'étais complètement choquée, c'était pendant le couvre-feu. Le couvre-feu, donc normalement je crois qu'à 18h, au moment où tout le monde devait être rentré à 18h, il y avait des adolescents qui étaient dans des halls d'immeubles, et donc là des policiers sont arrivés et rapidement les ont maltraités, les ont giflés, enfin ce qu'on sait très bien comment des policiers peuvent agir. Et il y en a un qui a uriné sur un des jeunes garçons. Après les jeunes garçons étaient mis en garde à vue, naturellement aussi maltraités, insultés, voilà. Et donc là il y a quand même une enquête aussi, il y a un jugement qui va être porté sur ce policier. Bon, espérons que ça débouche. C'est un peu comme en Israël, quoi. Et ils font soi-disant des recherches, machin, mais ça débouche sur quasiment rien la plupart du temps. Oui, espérons qu'il n'y ait pas un non-lieu, qu'il n'y ait pas aussi, qu'il y ait rien. Parce que après, on peut pas. Enfin, comment est-ce qu'on peut respecter la police? Enfin, il n'y a rien de plus humiliant. On est vraiment là, effectivement, humilié pour dominer, quoi. C'est. Non, mais c'est des techniques policières ou militaires, quoi. C'est ce qui se passe en Israël tous les jours vis-à-vis des Palestiniens. Alors, c'est un bel exemple pour nos forces de l'ordre, hein, qui doivent être en partie formées là-bas d'ailleurs, pour ça. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier, ah, bah, l'État policier. Ah
à bas l'État policier, Dominique Grange.